La Grande-Bretagne avait déjà entendu des annonces royales. Décret de guerre, naissance d'héritier, deuil de monarque. Mais rien n'avait préparé le pays aux paroles prononcées ce matin-là sous l'autorité absolue du roi Charles. Le message était direct, d'une précision douloureuse et conçu de manière à ne laisser aucune place à la négociation. En quelques minutes, un silence de mort s'abattit sur les bureaux du palais. Les chaînes de télévision interrompirent leurs programmes matinaux, et une question glaçante étreignit la nation: que s'était-il passé derrière les portes insonorisées du salon de 1844 pour que le roi détruise l'avenir même qu'il avait mis 50 ans à bâtir pour la femme qu'il aimait? Il ne s'agissait pas d'une querelle familiale étalée dans la presse à scandale. C'était une destruction implacable, un effacement souverain. À Diggs-Hur, le palais approuva une déclaration officielle extraordinaire. Il s'agissait d'une déclaration écrite, revêtue du sceau du roi, qui devait être remise simultanément au Cabinet Office, aux dirigeants du Commonwealth et à la presse internationale. Ce décret sonnait le glas d'un titre. Camilla perdait sa fonction, ses privilèges et toute reconnaissance future en tant que reine. L'annonce fut faite avec la rapidité implacable d'une opération militaire. Aucun secrétaire particulier ne put la retarder. Aucun courtisan ne put en adoucir les contours. La décision principale était, sans équivoque, elle cesserait d'exercer ses fonctions de reine, de porter ce titre à titre officiel, et n'aurait plus aucune place au sein de la future structure cérémonielle de la monarchie. Charles resta seul dans son bureau après avoir signé le document. Sa main reposait près du stylo-plume, l'encre, encore fraîche, sur la page qui anéantissait l'œuvre de toute une vie. Il avait jadis combattu l'establishment britannique tout entier, et sa propre mère, pour que Camilla puisse être à ses côtés. Il avait enduré la violence des années 1990 et la longue et laborieuse ascension vers l'acceptation publique. À présent, d'un seul trait de plume, il avait autorisé les mots qui la destitueraient. Il ôta ses lunettes, fixant la page comme si l'encre avait effacé des décennies de sacrifices. Camilla, dans une autre résidence, reçut son exemplaire scellé quelques instants avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Elle lut le paragraphe décisif une première fois, puis une seconde, cherchant une limite, une condition temporaire. Il n'y en avait pas. Sa chaise grinça sur le parquet tandis qu'elle regardait son secrétaire particulier et posait la seule question qui comptait: Charles a-t-il signé lui-même? La réponse fut un hochement de tête silencieux et dévastateur. Pour comprendre pourquoi ce moment fut vécu comme une trahison personnelle, il faut se pencher sur la blessure profonde de celle qui attendait. Pendant des décennies, Camilla fut la femme la plus vilipendée de Grande-Bretagne. Elle était la maîtresse, la troisième tandem, troisième personne, dans un mariage l'ombre de la princesse de Galles. Son accession au trône n'était pas qu'un simple titre. C'était son ultime rempart contre le passé. Mais sous l'illusion dorée de son couronnement, des fissures avaient commencé à apparaître. Le succès avait engendré une dangereuse forme d'indépendance. Devenue reine, Camilla commença à croire qu'elle avait atteint un point où elle serait enfin intouchable, même par le souverain. Elle entreprit de bâtir son propre centre d'autorité, une cour dans la cour. Et dans le monde de la monarchie britannique, il n'y a de place que pour un seul soleil. L'illusion s'est brisée à l'intérieur de St. George's Hall lors d'une réception privée du Commonwealth. 3 minutes d'échange allaient redéfinir le règne. Devant les hauts dignitaires de la maison royale, Camilla a rejeté une instruction directe de Charles concernant un engagement financier et de futur patronage. Aucun cri ne s'est élevé. Les protestations sont réservées au peuple, mais la défiance était totale. Elle a déclaré au roi qu'elle ne serait pas traitée comme une simple invitée de marque durant son propre règne. Pour Charles, il s'agissait de bien plus qu'une querelle conjugale. C'était une menace constitutionnelle. La monarchie repose sur une hiérarchie unique. Si le bureau de la reine commençait à faire des promesses non autorisées par le roi, l'institution se fragmenterait en factions rivales. Le roi ordonna une enquête officielle ce soir-là. Celle-ci révéla une série de micro-détails révélant un problème systémique. Des lettres avaient été envoyées à des organisations, des promesses officieuses avaient été faites et des accords futurs étaient conclus, comme des affaires conclues, sans que le bureau central du souverain n'en ait jamais pris connaissance.
Les conseillers de Camilla Hardy, par son titre, avaient commencé à considérer le bureau de la reine comme un centre de pouvoir parallèle. Ils pensaient que sa position les protégerait quelles que soient les objections du roi. À la lecture des conclusions, Charles comprit le paradoxe fondamental. Pour protéger la femme qu'il aimait, il devait détruire la reine qu'elle était devenue. La confrontation eut lieu à huis clos sans secrétaire ni avocat pour atténuer le choc. Charles déposa entre eux un mince dossier rouge, preuve d'une famille qui avait défié la couronne. Il lui dit que le mariage offrait la compagnie, mais que la couronne ne pourrait jamais offrir l'égalité. La voix de Camilla se fit plus dure tandis qu'elle lui rappelait chaque humiliation subie pour lui, chaque année passée dans l'ombre à attendre la promesse d'égalité. Mais Charles garda le silence. La couronne est un maître jaloux. Elle exige le sacrifice de l'individu pour préserver sa fonction. Il fit glisser un document sur la table. C'était le décret mettant fin à son usage officiel du titre. Lorsqu'elle demanda si Guillaume l'avait exigé, le roi répondit que la décision lui appartenait seule. Il choisissait l'institution plutôt que l'individu, un choix que ses ancêtres avaient fait depuis 1000 ans. La destitution d'une reine est un véritable casse-tête logistique qui exige une efficacité implacable. Il faut répartir les maisons, réécrire le langage cérémoniel et redistribuer les responsabilités sans provoquer de panique constitutionnelle. Le bureau du Lord Chamberlain a été le premier à agir, recensant chaque patronage et chaque nomination au sein de la maison liée à la position de Camilla. Un roi peut prononcer des paroles, mais c'est la machine qui les transforme en réalité. Guillaume a reçu un épais dossier contenant les responsabilités autrefois assumées par Camilla. Il a tourné chaque page lentement, observant la transition du pouvoir en temps réel. Il a compris le piège. Accepter ses responsabilités revenait à profiter de la chute d'une autre, mais les refuser revenait à affaiblir l'autorité de son père à son moment le plus fragile. Catherine, toujours pragmatique, refusa de considérer cette mutation comme une victoire. Elle dit à William qu'il pouvait se préparer à de plus grandes responsabilités sans pour autant se réjouir d'une humiliation. Elle savait que chaque nouveau patronage et chaque nouveau rôle cérémoniel qu'ils hériteraient porteraient l'empreinte de celle qui avait été effacée. Entre-temps, le roi donna une dernière instruction délibérée. Son épouse conserverait sa sécurité privée, sa dignité et sa place à ses côtés dans la résidence. Mais tout d'abord, pouvoir souverain, l'autorité exercée au nom du monarque, retournerait au bureau central ou serait transférée aux Wales. Dans un moment de lucidité philosophique, Charles regarda le brouillon qui décrivait Camilla comme l'ancienne reine et raya ces mots d'un seul trait. Il les remplaça par l'épouse du roi. C'était un acte de clémence, mais aussi une sentence définitive. Elle resterait dans son cœur, mais sa place à la cour était révolue. Le premier matin de cette nouvelle réalité ne commença pas par des cris, mais par l'absence. Le dossier de synthèse qui trônait habituellement devant la porte de Camilla n'arriva jamais. Son agenda officiel avait été vidé avec une précision chirurgicale. Les membres du personnel en qui elle avait confiance étaient réaffectés dans d'autres services. En entrant dans son bureau, elle découvrit 3 cartons d'archives remplis à ras-bord contre le mur. Une image froide, presque cinématographique, d'une vie qui s'efface. Elle y trouva des notes de synthèse de son premier engagement important après le couronnement et les serra contre elle. L'assurance de cette femme lui sembla appartenir à une autre époque. Lorsque sa secrétaire lui expliqua qu'elle avait été mutée au cabinet du roi, Camilla comprit que le palais avait déjà accepté sa mise à l'écart. Elle lui dit de ne pas sacrifier sa carrière pour une décision prise. Au-dessus d'eux, faisant preuve d'une force de caractère qui lui avait permis de traverser les années 90. Les répercussions financières et sociales furent tout aussi rapides. Plusieurs organisations caritatives reçurent des lettres officielles ce matin-là. Camilla pouvait continuer à les soutenir personnellement, mais la coordination nationale, les financements royaux et le soutien auprès du gouvernement étaient interrompus. Chaque lettre réduisait 10 ans de service public à un simple passe-temps. Au déjeuner, un jeune serviteur l'appela « Votre Majesté », puis s'interrompit rouge de colère et se corrigea. Camilla le congédia gentiment, mais une fois la porte fermée, elle serra le bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le titre avait disparu,
et avec lui, l'armure qu'elle avait mis 50 ans à forger. Leur deuxième rencontre privée fut différente. Point de dossier rouge, point d'insigne officiel. Ils étaient simplement deux personnes qui avaient consacré leur vie à poursuivre un rêve pour finalement constater que ce rêve était incompatible avec la couronne. Charles lui expliqua que l'annonce ne pouvait être annulée sans donner l'impression que la monarchie était prise en otage par des pressions privées. L'autorité du souverain repose sur une apparence de stabilité. Un recul laisserait entendre à chaque courtisan que le roi pouvait être contraint de reculer. À son honneur, Camilla ne demanda pas de retour en arrière. Elle admit que son besoin de contrôle était né de la peur que le monde tente encore de tout lui prendre. En cherchant à consolider sa position, elle avait involontairement défié le seul homme capable de la protéger. Charles prit sa main par-dessus la table, un geste d'homme, non de roi. Il admit avoir protégé la fonction de reine, sans pour autant protéger la femme qui l'occupait. Il proposa un compromis. Elle se retirerait de toutes ses fonctions souveraines, mais resterait sa partenaire. Elle serait la femme derrière le roi, mais plus jamais la reine à ses côtés. Camilla accepta. Elle retira de sa veste une petite broche à chiffre royal, emblème de son service officiel, et la déposa sur la table. Charles la repoussa. « Votre fonction est terminée, » lui dit-il. « Mais les années que vous y avez consacrées resteront à jamais gravées dans nos mémoires. » L'annonce provoqua un véritable séisme national. Partout en Grande-Bretagne, le débat fit rage. Certains louèrent la fermeté du roi y voyant le seul moyen d'éviter l'éclatement de la famille royale. D'autres y virent une cruelle trahison envers une femme qui avait enfin mérité sa place. Devant Buckingham Palace, l'atmosphère était empreinte de tristesse et de désillusion, non pas de célébration, mais de deuil collectif. Une femme déposa une rose blanche pour la monarchie, à côté d'une rose jaune pour Camilla. Il a sauvé la couronne, confia-t-elle à un journaliste. Mais j'espère qu'il n'a pas perdu sa femme. L'image d'un trône vide aux côtés de Charles dans les journaux du lendemain transforma un simple ajustement constitutionnel en un récit d'isolement profond. Le jugement du public fut finalement tranché par une simple apparition. Le roi et son épouse assistèrent ensemble à un office religieux privé. Aucune caméra n'était présente, mais à leur sortie, Camilla prit le bras de Charles. Un geste dénué d'autorité royale, mais qui répondait à la question que se posait la nation. Elle avait perdu son titre, mais n'avait pas été bannie. Elle avait été écartée des cercles d'État, mais demeurait au cœur du foyer. L'ère de la prête reine consort s'achevait par une simple déclaration royale, mais la femme pour laquelle un roi avait tout risqué restait à ses côtés. Finalement, William et Catherine héritèrent d'une monarchie aux frontières plus rigides et à la hiérarchie plus clairement définie. Le prince de Galles accepta ces nouvelles responsabilités, avec le sérieux qu'elles exigeaient, refusant que la transition se transforme en spectacle de victoire. Il comprenait que l'institution avait été préservée, mais à un prix qui allait hanter les dernières années de son père. Charles avait préservé la couronne en renonçant au rêve qu'il avait jadis imaginé partager à part égale avec son épouse. Il avait choisi la voie d'un règne solitaire plutôt qu'un règne compromis. Camilla renonça officiellement à toutes ses responsabilités officielles. Sa maison fut dissoute, ses rôles cérémoniels confiés à Catherine, et cette restructuration devint une partie intégrante des archives royales. Elle suivit en silence les retransmissions de ses anciennes fonctions, observant en coulisses la nouvelle génération entrer en scène. Elle prit une profonde inspiration, ouvrit un dossier concernant une œuvre caritative qu'elle soutenait désormais à titre privé, et se mit au travail. Le trône s'était refermé derrière elle, mais sa vie n'était pas terminée. D'une maîtresse vilipendée, elle était devenue reine puis épouse du roi. Le titre le plus difficile et le plus authentique qu'elle ait jamais porté. Charles retrouva la broche à chiffres dans un tiroir des semaines plus tard. Il ne la fit pas déposer aux archives. Il la conserva dans un coffret privé comme un rappel que l'amour peut côtoyer la couronne, mais ne doit jamais la concurrencer. La monarchie poursuivit son chemin, son autorité renforcée par le sacrifice de celle qui avait attendu 50 ans un titre qu'elle n'avait porté que quelques années.
La Grande-Bretagne comprit la vérité finale digne d'un film. Charles avait sauvé la monarchie en sacrifiant ses ambitions. Camilla demeura à ses côtés non pas en tant que souveraine, mais comme une partenaire discrète d'un règne qui avait enfin trouvé son équilibre. La reine consort avait disparu, remplacée par une femme qui connaissait enfin ses limites et un roi qui connaissait enfin son devoir. L'histoire ne s'acheva pas par une couronne, mais par deux êtres s'éloignant vers le crépuscule d'un règne, enfin libérés du fardeau de l'égalité et unis par le poids d'une histoire commune et complexe. La couronne demeurait sur la tête de Charles, la main de son épouse dans la sienne, et la monarchie demeurait intacte,